Avec la menace de récession de la zone euro, la faillite de plusieurs banques d'importance mondiale comme le Crédit Suisse, la Signature Bank ou encore la Silicon Valley Bank et le défaut de paiement récent de 9 pays sur leurs dettes souveraines, on peut craindre l'arrivée d'une nouvelle grande dépression économique comme celle qui a touché le monde en 1929 et qui ne s'est terminée qu'en 1939 avec le début de la Seconde Guerre mondiale dont elle est l'un des facteurs. Si l'on veut comprendre les origines de cette crise, il faut tout d'abord revenir aux années 20. Ce sont des années de prospérité économique où les pays occidentaux qui voient se développer toutes sortes de secteurs industriels rentables et révolutionnaires comme l'automobile. Cette période est aussi marquée par des révolutions dans le processus de production qui améliorent grandement la productivité des ouvriers, comme le chronométrage des tâches ou le travail à la chaîne. On appelle cela le taylorisme ou organisation scientifique du travail et cette méthode a été notamment utilisée par la société du très célèbre Henry Ford. Ce bond de productivité, ce gain de productivité s'est fait ressentir sur le marché financier qui était dans une hausse perpétuelle. Mais à partir de 1926, les valeurs financières vont commencer à se déconnecter de l'économie réelle. La hausse continuelle des cours des actifs devient alors un fardeau pour les entreprises qui sont obligées de diminuer les dividendes versés à leurs actionnaires, ce qui aggrave encore plus la spéculation. Les 4 millions d'investisseurs américains ne se préoccupent plus de la rentabilité à long terme de l'entreprise, mais juste de la fluctuation des cours. Cette spéculation entraîne une hausse de l'indice du Dow Jones de 281% entre 1926 et septembre 1929. Le 23 octobre 1929, le Dow Jones perd 21 points. Le lendemain rentre alors dans l'histoire comme étant le jeudi noir. 13 millions d'actions se retrouvent vendues sans trouver d'acheteurs. Une panique s'en prend alors sur tous les marchés financiers et le 29 octobre, qualifié de mardi noir, 16 millions d'actions se retrouvent vendues à n'importe quel prix. En décembre 1929, l'indice du Dow Jones a perdu 61% de sa valeur. Les faillites de banques s'enchaînent alors entre 1929 et 1932. Ce sont 5000 établissements financiers qui en sont victimes. Cette crise bancaire a d'autres raisons évidemment que la spéculation pure. Tout d'abord, elle peut s'expliquer par la politique monétaire trop restrictive de la part de la Réserve fédérale américaine qui a provoqué une hausse des taux d'intérêt alors que la majorité des investissements se faisait à crédit, ce qui a rendu les investisseurs beaucoup plus sensibles à la variation des cours des actions. Une autre raison possible à cette crise peut être de l'ordre de la surproduction. Durant les années 20, la productivité a tellement augmenté, comme je l'avais dit, mais les salaires n'ont pas suivi et ça a entraîné une surproduction qui a elle-même engendré des mises à pied, ce qui a diminué la demande, donc possiblement à favoriser la crise. Et en effet, sur les 4 millions d'Américains qui avaient des actions, certains les ont possiblement vendues, ce qui a entraîné la baisse des cours alors que les entreprises se sont mises à produire de moins en moins. Les États-Unis, pour limiter les dégâts, vont décourager le crédit aux puissances étrangères comme l'Allemagne qui en avait besoin pour payer les frais de réparation, ainsi que la France et le Royaume-Uni, ce qui aggrave la crise et ce qui la rend mondiale. À l'international, les échanges commerciaux se contractent de 66% et la crise devient foudroyante dans les pays d'Amérique latine dépendant des États-Unis pour leurs exportations. Pour revenir aux États-Unis, la crise entraîne jusqu'à 1932 une baisse des prix de 30% à cause de la surproduction et le chômage est multiplié par 2,5 entre 1930 et 1933 pour atteindre 16 millions, soit un taux de chômage de 25%. Les Américains vivent dans une grande précarité et les plus précaires s'installent même dans des taudis que l'on appelle des Hoover City en hommage au président d'alors. Ce dernier a en effet mené une politique libérale. Pour lui, la prospérité est au coin de la rue. Selon lui, le principal objectif est de rétablir la confiance autour des prix qui est devenu le moteur de la crise après l'effondrement bancaire. Des mesures sont donc prises pour maintenir les prix agricoles, des travaux publics sont lancés et les prêts aux banques commerciales sont facilités afin de relancer les investissements et donc d'augmenter les prix et la production. Mais par contre, aucune aide n'est créée pour les chômeurs, toujours dans l'optique de lutter contre l'assistanat, une bonne vieille idée libérale. Le président Hoover va également mener une politique de redressement budgétaire afin de limiter le déficit tout en respectant les traités internationaux, quitte à augmenter les impôts. Cette politique sera adoptée par beaucoup de pays européens, mais en 1933, lorsque arrive à la présidence des États-Unis le très célèbre Franklin Delano Roosevelt, la politique va radicalement changer. Entre mars et juin de cette même année, il va commencer à appliquer son programme keynésien à la tête des États-Unis.
La première étape du plan est de relever le système bancaire américain à l'aide d'une loi dont le but est de fermer toute banque insolvable afin de la réorganiser et au besoin de la renflouer avant réouverture afin d'éviter une spirale d'endettement auprès de la banque centrale qui amènerait inévitablement à la faillite sans changement de comportement. La deuxième étape du plan, c'est le relancement de l'industrie par la hausse des salaires, l'imposition de quotas de production et le lancement de grands travaux publics. Et enfin, la troisième étape du plan de redressement qui a lieu à partir de 1935 consiste à ancrer tous les progrès réalisés dans le cadre de la loi, avec par exemple la loi Wagner qui instaure la liberté syndicale. Est également créé au niveau fédéral un système de sécurité sociale financé grâce à un impôt sur les plus riches. Cette politique inspirée de l'économiste John Maynard Keynes est connue sous le nom du New Deal, et toutes ces mesures mises en place sous l'administration Roosevelt vont porter leurs fruits vu que les États-Unis vont à partir de 1933 retrouver le chemin de la croissance et la guerre achèvera de placer les États-Unis comme première puissance économique mondiale. En attendant, j'espère que mon résumé vous a plu, qu'il vous a intéressé. Et si c'est le cas, mettez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. En attendant, nous, on se revoit dans pas longtemps. Allez, ciao!